Bonjour les amis, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Comme j'avais dit il y a quelques temps, il va être temps de revenir sur cet appareil-là, notre perceuse à colonne. Mais ça sera après ça. Une petite précision, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous parler d'éléments assez importants. Jusqu'à présent, j'avais pas fait grand-chose. Mon but était de faire les choses dans l'ordre, sans griller les étapes. Je n'ai encore pas idée de savoir si le moteur fonctionne vraiment. Bon, ceci dit, pour les 90 € que j'ai payé cette perceuse, c'est vraiment un plan d'enfer. Alors je vais tenter maintenant de vous la présenter un petit peu plus dans les détails que ce que j'avais fait lors de la présentation du projet. Le but aujourd'hui, c'est de savoir si le moteur tourne et s'il le fait correctement. Pour ce faire, on va le câbler correctement. Il faut savoir que c'est un moteur triphasé. L'intérêt de ce moteur, c'est que, suivant la manière dont on le câble, pour les électriciens vont tout de suite comprendre, soit le moteur est câblé en triangle et il fonctionne en 220 volts, soit il est câblé en étoile et il fonctionne en 380 volts. C'est un petit moteur. Sur la plaque signalétique, on voit que c'est un moteur qui fait 370 watts, ce qui est bien parce que ça consomme pas des masses finalement. On va ouvrir le capot de protection pour voir comment il est câblé déjà. On va savoir s'il est câblé en 220 ou 380 volts. Alors, je voulais vous montrer le raccordement que j'ai eu, c'est ça. C'est vachement intéressant. On a juste le fil du moteur. Je vous montre au passage. Après vérification, ça, la platine de commande et tout, c'est complètement vide. Il y a la mécanique du bouton, mais toute la partie électrique est derrière. Les deux presses et tout, il n'y a rien qui est raccordé dessus. Il y a la douille pour mettre l'ampoule ici, mais il n'y a pas l'ampoule. Donc, je vais vous expliquer comment on va modifier tout ça pour arriver à avoir un truc un peu bien. Donc ça, c'est plus fonctionnel. Donc c'est pas grave, dans le pire des cas, on enlèvera les deux presses et tout, on virera ce tas de merde, et on va voir comment que ça se goupille. Déjà, on va voir comment le moteur est câblé. Hop. On a à l'intérieur, voilà, je vous le mets pour que vous le voyez bien, le câblage. Donc nous, il faut qu'on soit câblé en triangle. Clac. Donc ça, c'est un moteur qui est à tourner en 380 volts. Bah tiens, on va voir si on peut inaugurer ça là. Les belles clés Parkside que j'ai achetées il y a quelques jours. Hop. Ah bah, le capot il est pété déjà. Ça c'est bon. Je pense que voilà, 7. On doit être bien 7. On est bien. Alors, on se retourne pour le câbler en triangle, c'est simple. Hop, on défait. Bon, ça caille un peu ce matin. J'ai les doigts un petit peu ankylosés là. Hop. Hop. On fait gaffe aux petites rondelles. Bon, déjà, je suis content, on a bien toutes les barrettes. C'était un peu ce qui me faisait peur, qu'il nous manque des barrettes. Voilà, donc là, notre moteur est d'origine. Bon, reste plus qu'à défaire l'écrou de ce côté-là. Les écrous. Parce que sinon, on va avoir un problème.
Hop, on enlève les petites rondelles. Ah. On va enfin pouvoir installer les barrettes. Merde, si ça veut bien. Hop. Et d'une. Je vais vous expliquer pourquoi 220. Tout de suite après ça, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, mais pourquoi il nous emmerde? Pourquoi il met pas en 380? Il y a une raison super simple. Donc on met bien les rondelles partout. Oh putain. Il fait bon, hein. Et je suis obligé de... Pour l'instant, je suis un petit peu obligé de travailler la porte ouverte. Tant que l'atelier n'est pas définitivement fait. Pour des questions de luminosité, j'ai mis un tube néon, mais enfin, néon, non. J'ai mis un tube à LED. Mais c'est pas suffisant. Parce que les gars, ils fabriquent des tubes, mais ils mettent pas de réflecteur dessus. Donc à intensité lumineuse équivalente, un tube qui a un bon réflecteur, comme on faisait, le niveau de luminosité réfléchi est monstrueux, quoi. Voilà. Là, le pseudo réflecteur qui est intégré, il fait à peine la taille du... Alors c'est vrai qu'avec une clé à tube débouchée, ça aurait été plus facile. Mais... c'est pas très grave. Voilà, on a un câblage en triangle dorénavant. Hop, on peut refermer le capot. On met pas les doigts dedans. C'est nickel. Notre câblage est fait. Là, on a une terre. On a nos 3 phases. On va redénuder tout ce petit monde. Proprement. Voilà. Oh, ça va. Un petit peu à l'ancienne, hein.
J'ai pas ma pince à dénuder sous la main. Tac. Alors, je vais vous présenter la chose qui va nous permettre d'alimenter ce moteur en 220 volts en triphasé. Je vais vous expliquer aussi pourquoi 220 et pas 380. Voilà, pour ce faire, on va utiliser cette chose-là. C'est rigolo parce que ce modèle est tout petit. Alors, je vous l'approche un peu. Voilà, c'est un régulateur de fréquence. Comme on peut le voir derrière, on a une entrée 220 volts et on a nos 3 pots de sortie pour le 380. Vous voyez, UVW, c'est comme ça qu'on appelle les phases en triphasé. Une prise 16 ampères au cul pour restituer. Alors comme on peut le voir, ce modèle-là est prévu pour une utilisation maximum de 750 watts. Ça tombe très bien, notre moteur est 370 watts. En règle générale, ce que je conseille et de tout ce que j'ai pu lire partout, c'est bien de prévoir une bonne marge de fonctionnement. Je préconise d'avoir sensiblement 2 fois la puissance nécessaire. C'est pour la fiabilité à long terme. C'est pour être sûr d'avoir des composants qui vont pas trop chauffer, même si c'est ventilé. Si le truc est à peu près bien régulé, le ventilo il tournera le moins possible parce qu'il ça chauffera pas ou peu. Voilà. Après sur des très grosses machines, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais bon, quand le gars qui utilise beaucoup de très grosses machines en 380, il y a de fortes chances qu'il ait une arrivée de 380. Chez moi, j'ai une arrivée de 120, comme chez beaucoup de gens. Donc, le rôle de cet appareil est de transformer du monophasé 220 volts en triphasé. Il y a des modèles qui permettent de passer en 380 et d'autres, comme celui-ci, qui ne font que transformer le 220 volts monophasé en 220 volts triphasé. Pour cet appareil, ça suffit amplement. Il n'y avait pas nécessité de passer en 380. Au tout départ du projet, je me disais, je vais me prendre un module 2200 watts, parce que ça me paraissait pas mal. Je voulais le mettre dans un coffret mural avec une prise standard au cul, de façon à pouvoir alimenter 1 ou 2 ou 3 machines, suivant le cas, en 380. Mais tout de suite, j'en ai pas besoin. Et après, c'est aussi une question de moyens. Ce petit module, j'ai dû payer ça un petit peu plus d'une trentaine d'euros. Un module bien comme ça. Il y a des chances que ça coûte. Hein, on tourne plus entre 50 et 100 euros facilement. Après, ça dépend des sources. Hein. On trouve ça facilement sur Amazon ou sur AliExpress. Je vous mettrai le lien pour ce petit que j'ai acheté, si ça intéresse quelqu'un, parce après, je suis toujours en doute. Est-ce que, vu la taille de mon atelier, est-ce que je vais avoir nécessité d'une grosse source en 380? C'est pas gagné. Je pense que je vais tenter de rester sur du 220 et ça sera peut-être la seule machine en triphasé que j'aurai. Voilà, donc c'est surtout pour ça que je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de viser trop gros. Si un jour d'aventure il s'avère que j'ai la possibilité d'avoir une machine exceptionnelle qui vaille vraiment le coup de s'enquiquiner, j'achèterai un module qui lui convient pour du 380 et on verra, mais il faut vraiment que ça soit une machine d'enfer, quoi. Alors, on va tenter de la câbler. J'ai déjà pré-câblé mon arrivée 220. Alors, le bornier il est pas très gros quand même, donc c'est un petit peu enquiquinant. Est-ce que je vais arriver correctement à placer tout ce petit monde là-dedans? C'est pas garanti. Hop. La terre de l'arrivée est mise. Oh là là. Puis là, les gars, pour un truc qui fait 700 watts,
Ils ont mis de la section, hein. Pour un moteur de 370 watts, on est câblé en 2.5. C'est sérieux, quoi. Alors, il nous reste nos 3 phases. C'est vrai que si j'avais pu étamer ou gainer mes fils, ça aurait pas été plus mal. Je le ferai en définitif. Là, c'est vraiment... Aujourd'hui, je veux tester mon moteur. Parce que demain, c'est le 11 novembre et j'ai profité de l'aubaine du 11 novembre sur Ali pour m'acheter le mandrin qui va dessus, parce que à ce prix-là, fallait pas rêver, hein, il y avait forcément des loups. Et j'ai pas de mandrin. Un mandrin MT2 complet avec le cône de tige plus le mandrin. J'en ai trouvé un avec la réduction qui doit être à 37 ou 38 euros. Et avec la réduction du 11 novembre, je vais tomber à 30 balles. Donc, je fais pas la gueule pour 7 euros. Ça me fait un petit bout de Parkside. Ça me fait un petit bout d'outil Parkside, un de ces 4. Voilà, on va pouvoir tenter le coup. J'ose espérer que je vais pas me prendre tout dans la poire. Hop, on va débrancher cette alime-là. On va Hz run. C'est magique. Stop. Voilà, il y a... Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permet de... Oh, c'est fabuleux ça. Je tourne très doucement. Je suis en mode fréquence. Voilà, là je suis à fond. Je suis à la fréquence nominale. Donc je suis super content. Le moteur tourne bien. On va voir si il n'y a pas la moindre chauffe. Franchement, c'est super top. Donc là, je suis content. Déjà, ça veut dire, là, c'est bon, tu peux acheter ton cône parce que il va servir. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Hein, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur le régulateur de fréquence. Voilà. Alors maintenant, la partie un peu plus compliquée. Je débranche parce que j'aime pas laisser les trucs sous tension. J'ai débranché, on a encore de l'affichage, ce qui veut dire que il y a de bons condensateurs dedans. Ça, c'est... Vous avez vu le temps qu'il a mis à s'éteindre. Ça, c'est vraiment preuve que c'est pas une daube. Ils ont pas lésiné sur les condos. Alors, ce qui est bien, en plus, je peux facilement vous les montrer parce que le boîtier est fait pour être extrêmement facilement ouvrable, presque sans outils, hein. Pour ceux qui ont des bons ongles, ça s'ouvre, hop, il y a juste quelques petites patounettes, clac. Je vais pas toucher les composants quand même. Voilà, vous avez vu les beaux condos? C'est froid. Bon, il pince, d'accord, ça caille aujourd'hui, mais je constate quand même que les composants sont froids. On a deux condos qui rigolent pas, c'est des 220 microfarad, 450 volts. Voilà, c'est taillé de la bonne manière. Alors, pour le refermer, faut faire gaffe qu'il se remboîte bien ici. Voilà, clac clac. Donc je vous le remonte bien une fois. Je vais vous mettre un lien
Je vais vous mettre mon lien Ali pour la chose, pour un petit 750 watts. Donc voilà, je dis en sérieux, jusqu'à un moteur de 500 watts, c'est bien. Vaut mieux éviter d'aller trop loin. Si on se rapproche trop de la limite, le problème c'est que tous les composants vont se mettre à chauffer et c'est pas très bon. Je vous parle de cette marge de puissance parce que la qualité des composants sur les produits comme ça qui viennent d'Asie qui sont très peu chers, il y a une raison sur ce prix, c'est que les composants ont des marges qui sont souvent pas extraordinaires. Hein, il y a un pourcentage sur les valeurs et on n'aura pas des composants de précision et d'extrêmement bonne qualité à ce prix-là, faut pas rêver. Donc, ils utilisent des composants avec des marges un peu larges, mais en plus et en moins. Donc, si on veut être tranquille, voilà, sur un module 750 watts comme ça, on va se cantonner à 2 tiers. Moi, je préfère la moitié, mais on va dire qu'on se cantonne à 2 tiers, 500 watts. Et on est bien, on est sûr qu'on va être complètement dans la fenêtre de fonctionnement de tous les composants. Et on va pouvoir être tranquille, quoi. L'idée, c'est pas d'avoir le module qui nous pète à la gueule au bout d'une heure d'utilisation. C'est un moteur qui est en service zéro, c'est-à-dire que je peux la laisser allumer en permanence et me barrer, ça craint rien, le moteur va pas chauffer, je vais pas me prendre le moteur dans la gueule. Ça, c'est en théorie, si elle est branchée sur une alimentation correcte en triphasé. Je veux pouvoir conserver l'avantage de cette qualité avec ce module. Donc juste, on va repasser 2 petites secondes là. Après, l'histoire, ça va être de... Je vais enlever tout ça pour pouvoir placer mon module sensiblement à ce niveau-là. Donc, je vais créer une... Je vais essayer de créer une petite platine. Parce qu'il faut que j'ai la marge pour pouvoir manœuvrer la pièce de recul. Parce que pour pouvoir... Alors même, j'en entends déjà me dire que la régulation de vitesse, ça peut éviter d'avoir à changer les courroies. Non. Pour plusieurs raisons. Après, j'ai pas pu mesurer le couple réel qu'on a si on baisse l'intensité. Je l'essaierai quand j'aurai un membrin et de quoi percer. Mais ça va être intéressant à savoir. Mais dans le doute, non, vaut mieux utiliser toujours les vitesses mécaniques sur les perceuses à colonne comme ça. C'est bien mieux. Sinon, tous les fabricants de perceuses de ce genre-là arrêteraient d'utiliser des vitesses mécaniques et feraient que de la vitesse électronique. Il y a les perceuses nouveaux formats comme on a eu chez Parkside, comme Bosch a fait aussi. C'est ça le truc d'une perceuse à colonne, c'est plus on va monter dans les diamètres et plus on est obligé de tourner doucement. Quand vous êtes à bas régime, entre 100 et 200 tours minute, si vous forez à diamètre 20 par exemple, vous allez tourner très bas en régime. Si à ce moment-là, dès que vous appuyez un tant soit peu, faut pas être debout sur une perceuse à colonne, hein, ça marche pas bien. C'est comme tout type de perceuse. Si on appuie comme un dingue, ça marche pas. C'est le forêt qui doit travailler, pas nous. Hein. Mais il y a besoin d'un minimum de puissance pour enlever la quantité de matière nécessaire. Donc, alors à moins, si vous voulez percer à 20, à moins de percer d'abord à 3, à 8, à 10, à 15. Donc quand vous allez enlever de la matière, il faut qu'il y ait de la puissance derrière. Si le truc il s'écroule parce que c'est gros, ça marche pas. La chose qui va être à tester sur ce module, c'est effectivement si on conserve du couple quand on baisse la fréquence. Je pense que oui, mais à voir. L'intérêt du variateur de fréquence, c'est aussi ça, c'est qu'on change la fréquence du courant. On n'est plus en 50 Hz comme notre réseau normal. On ne baisse pas la tension comme sur les petits régulateurs classiques qu'on peut trouver pas cher. Vous avez votre 220 monophasé, vous baissez la tension, ça va faire baisser la vitesse du moteur. D'ailleurs, je le dis, sur des moteurs asynchrones comme ça, ce qu'on appelle des moteurs à cage d'écureuil, ça ne marche pas. Ça marche sur les moteurs avec des balais, les variateurs de tension. Donc sur des moteurs asynchrones, il faut des variateurs de fréquence pour pouvoir réguler la vitesse. Avant de finir cette vidéo, je vais vous parler de la prochaine. La prochaine vidéo, on va vraiment se focaliser sur le régulateur de vitesse et sur la dock. Alors la dock, c'est des malins. La dock, vous pouvez voir, elle est en chinois.
Donc, et aucun moyen de l'avoir en français. Alors je vais me bagarrer avec le Google Traduction à scanner chaque page et tout. Et après essayer de corriger ce que je peux pour essayer de faire une doc en français le plus possible. Et puis on va se pencher sur tous les réglages. Justement, l'intérêt de scanner et de traduire cette doc, c'est après de pouvoir se pencher sur les réglages. Parce que là, on a vu que à fond, j'étais à 50 Hz, mais c'est faux. Ce truc est capable de bien mieux. Il est capable d'aller de 0 à 99 Hz. Parce que je crois qu'il peut pas afficher son Hz. Bon, peu importe. Et il y a plein de réglages. On peut aller dans un sens, dans l'autre. Tout est fait au tableau de commande. Et c'est programmable. Donc, on va essayer de se jeter là-dessus sur la prochaine vidéo. Et je ne suis pas là parce que sinon la vidéo ferait des kilomètres. Et je veux vraiment prendre le temps de me pencher dessus, là, toute la semaine, afin de vous pondre quelque chose de vraiment intéressant sur les régulateurs. Après, chaque régulateur est spécifique. Chaque marque, chaque modèle, un 5 kg ou un 7 kW, ça va pas être la même chose qu'un 750 watts, surtout quand c'est pas la même marque. Mais dans les grandes lignes, on va s'en approcher. Le but étant de comprendre quelles sont les capacités de ces appareils. C'est vraiment très bien du peu que j'en ai compris, et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent sur le net et sur YouTube entre autres. Donc on va essayer de faire ça de façon à ce que ça soit le mieux pour tout le monde. Sur ce, et jusqu'à la prochaine évolution de la perceuse à colonne, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je vais vous mettre les références en barre d'infos. Je répondrai à tout le monde. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la perceuse à colonne. Ciao!